Chapitre 14. La vieille Ispra commençait à prendre forme. Les propulseurs, sertis dans leurs armatures, furent scellés et soudés. On hissa le générateur et le convertisseur par la trappe arrière, puis ils furent poussés et installés à la proue. L'Ispra n'était plus une simple carcasse. Reis, Anacho et Traz la grattaient à la brosse métallique, la polissaient, la fourbissaient. Ils arrachèrent le capitonnage moisi, enlevèrent les sièges à l'odeur aigre, nettoyèrent les hublots d'observation, alésèrent les conduits d'aération, remplacèrent les boudins hermétiques de l'opercule d'accès. Dainzar, lui, ne travaillait pas. Mais il était partout attentif à tout, et aucun détail ne lui échappait. De temps à autre, Artilo, une moue aux lèvres, venait jeter un coup d'œil dans le hangar. Quant à Woodiver, on ne le voyait pas souvent, et lors de ses rares apparitions, il se montrait peu communicatif. Il allait droit au fait, et il ne restait plus rien de son enjouement du début. Pendant un mois entier, il fut absent, et un jour où il était en veine de confidence, Artilo cracha par terre et annonça « Le gros est à la campagne dans sa propriété. »« Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait là-bas » demanda Reis. Artilo pencha la tête de côté avec un sourire torve. « Ce qu'il fait, il se prend pour un homme dire. Voilà où passe son argent à ce vicieux. Il lui faut ses clôtures, ses décors et ses parties de chasse. » Reis, pétrifié par la surprise, écarquilla les yeux. « Tu veux dire des chasses humaines ?»« Dame, il s'amuse à ça avec ses amis. Sa propriété fait 2000 arpents, presque autant que la boîte de verre. Les murs ne sont pas aussi solides, mais il les a fait entourer d'une barrière électrifiée et de pièges. Un bon conseil, méfie-toi du vin du gros. Il t'endort et tu te réveilles dans sa réserve de chasse. » Reis s'abstint de demander à Artilo ce qu'il advenait des victimes. C'était un renseignement qu'il ne désirait pas avoir. Une semaine plus tard, les semaines sur Chai comptaient 10 jours, Woodiver se manifesta de nouveau. Il était d'humeur revêche. Sa lèvre supérieure, raide comme un bout de bois, dissimulait entièrement sa bouche, et il lançait des coups d'œil hargneux à droite et à gauche. Il s'approcha de Reis en faisant des effets de torse, et tendit la main. « Le loyer !» Sa voix était froide et dépourvue d'intonation. Reis compta 500 sequins qu'il posa sur une étagère. L'idée de toucher cette paume jaune lui répugnait. Dans un accès de rage subite, Woodiver le frappa du tranchant de la main, et le terrien roula à terre. Il se releva, stupéfait, et son épiderme commença de le picoter, signe précurseur de colère. Du coin de l'œil, il nota la présence d'Artilo appuyé contre le mur. Et Artilo tirerait sur lui comme il écraserait un insecte, sans plus d'émoi. Mais Traz, debout près de lui, ne le quittait pas du regard et le neutralisait. Woodiver contemplait Reis d'un air glacé et indéchiffrable. Et le terrien, poussant un profond soupir, ravala sa fureur. S'il cognait à son tour, loin de lui valoir le respect du personnage, cela ne ferait qu'attiser sa rancœur, et les suites seraient catastrophiques. C'était inévitable. Lentement, Reis fit demi-tour. « Je veux mon loyer !» aboya Woodiver. « Pour qui me prends-tu? Pour un mendiant? J'ai assez souffert de ton arrogance. À l'avenir, j'entends que tu me manifestes de la déférence due à ceux de ma caste. » Reis hésita à nouveau. Il eût été tellement plus facile de se jeter sur cet être monstrueux et d'en accepter les conséquences, qui serait l'anéantissement du projet. De nouveau, il soupira. Quand on doit en passer par là, avaler plusieurs couleuvres n'est pas plus pénible que de se contenter d'une seule. Dans un silence glacial, il tendit ses sequins à Woodiver, qui se contenta de lui décocher un regard flamboyant et eut un mouvement ondulant de la hanche. « Ce n'est pas assez. Je n'ai aucune raison de financer ton entreprise. Paie-moi mon dû. Le loyer est 2000 sequins par mois. » « En voici 500 de plus, mais n'en réclame pas davantage. Ce serait parfaitement inutile. » Woodiver eut un reniflement dédaigneux. Il tourna les talons et s'éloigna à pas comptés. Artilo le suivit des yeux. Puis il cracha dans la poussière et considéra Reis d'un air songeur.
le terrien rentra à l'intérieur du hangar. Dainzar, à qui la scène n'avait pas échappé, ne fit pas de commentaire. Et Reiss se jeta à corps perdu dans le travail pour y trouver un dérivatif à son humiliation. Woodiver revint 2 jours plus tard. Il portait son costume criard noir et jaune. Cette fois, aucune hargne. Il se montra affable et poli. « Eh bien, où en êtes-vous » ?« Nous n'avons pas eu de grosses difficultés. » répondit Reiss d'une voix sans timbre. « Les éléments lourds sont en place, et nous les avons branchés. Les instruments sont installés, mais ils ne sont pas encore opérationnels. Dainzar a préparé une nouvelle liste d'accessoires. Système de justification magnétique, palpeur de navigation, conditionneur d'environnement. Peut-être achèterons-nous aussi des batteries énergétiques cette fois-ci. » Woodiver plissa les lèvres. « Fort bien. Il va à nouveau falloir te séparer de tes sequins durement acquis. Quelle tristesse, n'est-ce pas ? À propos, puis-je te demander comment tu as fait pour accumuler une telle somme ? C'est une véritable fortune que tu as là. Dire que tu risques une richesse pareille pour des chimères. » Reiss parvint à sourire. Un sourire glacial. Je ne considère évidemment pas que cette expédition soit une chasse aux chimères. « C'est extraordinaire. Quand la liste sera-t-elle prête ? » Dainzar l'a peut-être terminée. En fait, le vieil homme la compléta tandis que Woodiver attendait. Quand le poussa, lutte en main, il la parcourut, les paupières mi-closes, et dit « J'ai bien peur que les frais ne dépassent tes réserves. » « J'espère que non. » dit Reiss. « À combien les évalues-tu ?»« Je suis incapable de te donner un chiffre exact. Je ne sais pas, mais avec le loyer, le salaire de la main-d'œuvre et l'investissement de départ, il ne doit plus te rester beaucoup d'argent. » Il regardait Reiss d'un air interrogateur, mais prendre le gros homme comme confident était bien la dernière chose à laquelle songeait le terrien, qui se borna à dire « Il est donc capital de continuer de réduire les frais au strict minimum. » « Il y a 3 dépenses de base incompressibles. Le loyer, mes commissions et les honoraires de mes amis. Le reste, tu peux le dépenser à ta guise. Voilà mon point de vue. Maintenant, sois donc assez aimable pour me remettre 2000 sequins en règlement des honoraires. Le matériel que tu serais dans l'incapacité de régler pourra être retourné sans réserve et gratuitement, sauf frais de transport. » Reiss sortit tristement la somme demandée. Il se livra à un bref calcul. Il restait moins de la moitié des quelques 220 000 sequins que ses amis et lui avaient ramenés des carapaces. 3 chariots à moteur amenèrent les articles demandés à pied d'œuvre pendant la nuit. Un peu plus tard, un 4e véhicule, plus petit, apporta 8 batteries énergétiques que Traz et Anacho se mirent en devoir de décharger. Mais Reiss les arrêta. Un moment. Il rentra dans le hangar où Dainzar pointait sa liste. « As-tu commandé des batteries ?»« Oui !» Reiss trouvait que le vieil homme paraissait rêveur, comme si ses pensées étaient bien loin. « Combien de temps durera une batterie ?»« Il en faut 2, une par cellule, ce qui représente environ 2 mois de fonctionnement. »« On en a livré 8. »« Je n'en avais commandé que 4 pour en avoir 2 en réserve. » Reiss se retourna au chariot. « N'en prenez que 4, ordonna-t-il à ses amis. Il se pencha vers le conducteur assis dans la cabine obscure, et eut la surprise de reconnaître Artilo, lequel ne parut pas s'en soucier. « Tu as apporté 8 batteries. Or nous n'en avons commandé que 4. »« C'était les directives du gros. »« Nous n'en avons besoin que de 4 seulement. Tu n'auras qu'à ramener les autres. »« Rien à faire. Vois ça avec le gros. »« Il me faut 4 batteries, et pas une de plus. Le restant, fais-en ce que tu voudras. » Artilo, maugréant entre ses dents, sauta à terre, déchargea les 4 batteries supplémentaires, les porta dans le hangar, puis sauta sur son siège et repartit. Le trio suivit le véhicule des yeux. « Nous allons avoir des ennuis, » murmura Anacho d'une voix atone. « Je m'y attends. »« Ces batteries appartiennent sans aucun doute à Woodiver en personne. Peut-être qu'il les a volées ou achetées pour une bouchée de pain. Excellente occasion pour lui de s'en débarrasser avec bénéfice. »
Il faudrait l'obliger à les transporter sur son dos, gronda Traz. Ray eut un rire sans joie. Ouais, si seulement je savais comment les contraindre. Il tient à sa peau comme tout un chacun. C'est vrai, mais on ne peut quand même pas se jeter à l'eau sous prétexte d'éviter de se mouiller. Le lendemain matin, Gulliver ne se montra pas, s'épargnant ainsi la déclaration que Ray avait passé une bonne partie de la nuit à préparer. Et le terrien se remit au labeur avec le sentiment que l'absent pesait sur ses épaules avec tout le poids de la calamité. Dainzar était invisible, lui aussi, et les techniciens murmuraient entre eux avec moins de retenue qu'en sa présence. Ray s'abandonna bientôt ce qu'il était en train de faire pour passer la situation en revue. Il y avait des raisons de se montrer optimiste. Les principaux éléments étaient en place, et la mise en résonance, opération délicate entre toutes, se poursuivait à un rythme satisfaisant. Bien que les systèmes de pilotage en usage sur la Terre n'eussent pas de secret pour lui, Ray s'était totalement dépassé par ce domaine. Il n'était même pas certain que les moteurs fonctionnaient selon les mêmes principes. Vers midi, des nuages noirs crevèrent en rafale au-dessus des fières falaises. 4269 de la Carène pâlit, et sa lumière parcourut toute la palette des brins avant de mourir. Alors la pluie balaya le paysage fantastique, effaçant Hay. C'est alors que, pataugeant dans les flaques, apparut Dainzar. 2 enfants le suivaient. Un garçon de 12 ans et une jeune fille de 3 ou 4 ans son aînée. Tous 3 entrèrent dans le hangar. Ils grelottaient. Dainzar semblait être au bord de l'épuisement, et les enfants étaient comme engourdis. Ray se hâta de transformer quelques caisses en petits bois, et alluma un feu au beau milieu du local. Il trouva des morceaux d'étoffe grossière qu'il déchira pour en faire des serviettes. « Séchez-vous, ôtez vos vestes et chauffez-vous. » Dain le dévisagea d'un air incompréhensif, puis obéit lentement. Le garçon et la fille imitèrent son exemple. C'étaient de toute évidence le frère et la sœur, et il était bien possible que Dainzar soit leur grand-père. Le garçon avait les yeux bleus, ceux de la fille étaient gris ardoise. Race leur apporta du thé brûlant, et le vieillard retrouva enfin l'usage de la parole. « Merci, nous sommes presque secs. » Et il ajouta un moment plus tard, « J'ai la charge de ces enfants. Ils resteront avec moi. Si cela te dérange, je peux renoncer à mon emploi. » « Tu plaisantes. Ils sont les bienvenus à la seule condition qu'ils comprennent que le silence est nécessaire. » « Ils ne diront rien. » Dainzar se tourna vers les enfants. « Vous avez compris. Il ne faudra jamais parler de ce que vous pourrez voir ici. » Ni le vieux ni les enfants n'étaient d'humeur loquace. Et Race, devinant leur tristesse et leur désarroi, s'attarda auprès d'eux. Le frère et la sœur l'observaient avec méfiance. « Je n'ai pas de vêtements secs à vous offrir, mais si vous avez faim, nous avons des provisions. » Le gamin eut un hochement de tête empreint de dignité. L'adolescente, elle, sourit, et se fit soudain charmeuse. « Nous n'avons pas déjeuné ce matin. » Traz, qui était resté à l'écart, se précipita vers le garde-manger et revint presque aussitôt avec un bol de soupe et du pain à l'anis. Race le considéra d'un air grave. Visiblement, le jeune nomade avait subi un choc émotif. La fillette était bien mignonne, en dépit de ses traits tirés et de son air malheureux. Dainzar finit par se reprendre. Il tira sur ses vêtements fumants et alla inspecter le travail qui avait été effectué en son absence. Race tenta d'engager la conversation avec les 2 enfants. « Vous commencez à sécher ? » ?»« Oui, merci. »« Dainzar est votre grand-père ? » ?»« Notre oncle. »« Ah bon ? Et maintenant vous allez vivre avec lui ? » ?»« Oui. » Il ne savait plus trop quoi dire. Mais Traz se montra plus direct. « Qu'est-il arrivé à vos parents ?» La jeune fille répondit d'une voix douce. « Feiros les a tués. » Son frère sia. « Vous êtes sûrement originaire des plateaux orientaux ?» fit Anacho. « Oui. »« Comment êtes-vous venu de là-bas ?»« À pied. C'est une route longue et périlleuse. »« Nous avons eu de la chance. » Ils regardaient fixement le feu. Au souvenir des événements qui avaient marqué leur fuite, la jeune fille tressaillit. Race alla rejoindre Dainzar. « Tu as de nouvelles responsabilités à présent. » Le vieil homme lui décocha un coup d'œil aigu. « En effet. » »« Tu n'es pas payé ici en fonction de ton travail. J'ai décidé d'augmenter ton salaire. » Dainzar opina du menton et laissa tomber sur un ton bourru. « Ce ne sera pas l'emploi de cet argent qui me fera défaut. » Quand Ray eut quitté le vieux technicien,
il vit la silhouette adipeuse de Woodiver devant le seuil de la porte. L'attitude du propriétaire était désapprobatrice et scandalisée. Aujourd'hui, il arborait un pantalon noir en peluche qui moulait ses jambes massives et un manteau pourpre et brun, ceint d'une écharpe d'un jaune éteint. Il s'avança et se planta devant les deux enfants, qu'il contempla fixement l'un après l'autre. « Qui a allumé le feu? Que faites-vous ici ?»« Nous étions trempés, » répondit la jeune fille d'une voix vacillante. « Le monsieur a allumé le feu pour que nous nous réchauffions. »« Ah, et qui est ce monsieur ?» Reis s'approcha. « C'est moi. Ces enfants sont les parents de Dainzar, et j'ai fait du feu pour qu'ils se sèchent. » « Mais mon hangar, une seule étincelle et tout risque d'être la proie des flammes. » Avec cette pluie, j'ai jugé que le danger était faible. Woodiver fit un geste dégagé. « Je veux bien accepter l'argument. Comment vont les choses ?»« Pas mal, » répondit Reis. Woodiver sortit un papier de sa manche. « J'ai ici la facture des marchandises livrées cette nuit. Tu remarqueras que le total est extrêmement modique. J'ai en effet obtenu un prix forfaitaire. » Reis déplia le feuillet et déchiffra les gros caractères noirs. Article livré, sequin, 106 800. Bénéficier d'une chance vraiment extraordinaire, poursuivait Woodiver. J'espère qu'elle va durer. Pas plus tard qu'hier, les Dirdirs ont capturé 2 voleurs qui sortaient du magasin, et ils les ont aussitôt expédiés à la boîte de verre. Tu vois donc combien est précaire notre sécurité présente. Cette note est trop élevée, Woodiver, déclara le terrien. Beaucoup trop. En outre, je n'ai pas l'intention de payer des batteries énergétiques superflues. Je te répète que c'est un prix à forfait. Ces batteries sont comprises dans le lot. En un sens, elles sont gratuites. Ce n'est pas vrai et je refuse de payer la marchandise 5 fois son prix normal. D'ailleurs, je n'ai pas assez d'argent. En ce cas, il te faudra aller en chercher. Rétorqua Woodiver avec calme. Comme si c'était si facile. Pour certains, c'est facile, fit l'autre d'une voix rêveuse. Il court une bien étrange rumeur en ville. 3 hommes auraient pénétré dans les carabasses, massacré un nombre incroyable de Dirdirs dont ils auraient ensuite dépouillé les cadavres. Voici leur signalement. Un jeune garçon blond ressemblant à un steppiste du Khotan, un homme Dirdir renégat et un homme brun et tranquille de race indéterminée. Les Dirdirs souhaitent vivement retrouver ce trio. L'homme brun prétend, paraît-il, être originaire d'un monde lointain qui serait, d'après lui, le berceau d'où proviennent tous les hommes, opinion à mon avis blasphématoire. Que penses-tu de tout cela ? C'est intéressant, répondit Reis en essayant de cacher sa consternation. Woodiver se permit un sourire affecté. Notre position est vulnérable. Je suis personnellement en danger. Gravement en danger. Faut-il donc m'exposer pour rien ? Je t'apporte mon concours par amitié et par altruisme, certes, mais il convient néanmoins que j'en sois récompensé. Je ne peux pas payer une somme pareille. Tu connais approximativement l'importance de mon capital, et te voilà en train d'essayer de me pressurer. Et pourquoi m'en abstiendrais-je ? Rétorqua Woodiver sans pouvoir dissimuler un ricanement. Supposons que les bruits que je viens de te rapporter soient l'expression de la vérité, que, par un hasard insensé, vous soyez les individus en question. Toi et tes suppôts. Ne pourrait-on pas dire à juste titre que tu m'as odieusement trompé ? Il n'y a rien de vrai dans ces suppositions. Et ce trésor mirifique ? Il est réel. Aide-moi au mieux de tes possibilités. Dans 1 mois, nous pourrons décoller Kitechai, et dans 2, tu seras récompensé au-delà de tous tes rêves. Où et comment ? D'un mouvement saccadé, Woodiver se pencha en avant, dominant Reis de toute sa taille. Il continua d'une voix caverneuse. Je vais te poser une question brutale,
As-tu proclamé que l'homme a pour patrie une planète lointaine? Je vais être encore plus direct. Ajoutes-tu foi à cette fable répugnante? Race, de plus en plus désemparé, tenta d'éviter le piège. Tout cela est secondaire. Nous avons passé un accord clair. Les rumeurs auxquelles tu fais allusion sont sans rapport avec notre contrat. Woodiver secoua la tête, lentement, délibérément. Quand l'astronef s'envolera, tous les secrets en ma possession seront à toi. Je ne peux pas faire mieux. Si tu poses des exigences déraisonnables, Race se tut, cherchant une menace convaincante. Woodiver leva la tête maflue et gloussa de rire. Que pourrais-tu faire? Tu es ligoté. Un seul mot de moi, et tu te retrouveras instantanément dans la boîte de verre. Tu n'as pas le choix. Il te faudra en passer par mes exigences. Le terrien jeta un regard autour de lui. Artilo, bouchant la porte, était en train de priser une sorte de poudre grise. Un pistolet se balançait à sa ceinture. Dainzar s'approcha et, faisant mine d'ignorer Woodiver, s'adressa à Race. Les batteries énergétiques ne sont pas conformes à mes spécifications. Elles sont de dimension non standard, et elles ont apparemment déjà servi pendant une période de temps indéterminée. Nous les refusons. Les yeux de Woodiver se rétrécirent, et ses lèvres frémirent convulsivement. Quoi? Mais ce sont d'excellentes batteries. Elles ne conviennent absolument pas à nos besoins, répondit Dainzar, d'une voix égale, mais sur un ton catégorique. Le garçon et la fille lui adressèrent un regard chargé d'un regret muet, et Woodiver se retourna pour les dévisager avec une particulière attention. Telle était du moins l'impression de Race. Enfin, Woodiver fit de nouveau face au terrien, qui attendait. Ses paupières dissimulaient à demi son regard. Si je comprends bien, tu as besoin de batteries énergétiques d'un autre modèle. Comment envisages-tu de les payer? De la manière habituelle. Reprends ces 8 batteries dont nous n'avons que faire et apporte-nous 4 neuves. Je veux une facture détaillée. Je suis en mesure de payer un prix honnête, mais tout juste. N'oublie pas que je dois rémunérer la main-d'œuvre. Woodiver réfléchit. Dainzar alla dire quelques mots aux 2 enfants, ce qui détourna son attention, et il s'avança vers eux en se pavanant. Race, le corps plombé par la fatigue, s'approcha de l'établi pour se verser une tasse de thé qu'il porta à ses lèvres d'une main tremblante. Woodiver était devenu d'une extrême affabilité, et il alla jusqu'à caresser la tête du frère et de la sœur. Dainzar, rigide, avait le teint cireux. Enfin, Woodiver s'éloigna du groupe. Il dit quelque chose à Artilo, et celui-ci sortit du hangar. Dehors, le vent ridait les flaques. D'un signe, Woodiver ordonna à Race et à Dainzar de le rejoindre. Quand ils eurent obéi, il poussa un soupir profond, lourd de mélancolie. Vous faites tout pour me réduire à la misère. Vous exigez ce qu'il y a de mieux et de plus raffiné, mais vous refusez de payer. Eh bien, soit. Artilo remporte les batteries dont vous ne voulez pas. Zar, accompagne-moi. Tu choisiras ainsi celles qui te conviendront. Tout de suite. Il faut que je m'occupe des petits. Oui, tout de suite. Ce soir, je pars pour la campagne. Je resterai absent un certain temps. Il est clair que l'on fait bien peu de cas de mon concours ici. Dainzar se rangea à ses raisons d'assez mauvaise grâce. Il s'entretint brièvement avec le garçon et la fille, puis partit avec Woodiver. 2 heures s'écoulèrent. Déchirant les nuées, le soleil darda sur Hay un unique rayon qui fit scintiller les tours écarlates et pourpres dans le ciel noir. Sur la route apparut la voiture noire de Woodiver. Elle fit halte devant l'entrepôt, où Artilo entra après avoir sauté à terre. Race l'observait, étonné par son expression décidée. Le chauffeur toisa les 2 enfants, qui lui rendirent son regard, grands yeux écarquillés dans la pâleur du visage, et leur adressa quelques paroles laconiques. Le terrien vit saillir les muscles de sa mâchoire quand il parla. Les enfants se tournèrent vers Race, l'air indécis, et se dirigèrent à contre-cœur vers la sortie.
Il y a quelque chose d'anormal, souffla Traz à l'oreille de Race. Qu'est-ce qu'il leur veut? Race fit un pas en avant. Où emmènes-tu ces enfants? Demanda-t-il. Ce n'est pas ton affaire. Ne suivez pas cet homme. Attendez le retour de votre oncle. Il dit qu'il va nous conduire auprès de lui, fit la jeune fille. On ne peut pas faire confiance à ce personnage. Tout cela n'est pas normal. Artilo fit volte-face. Ses mouvements étaient aussi sinistres que ceux d'un serpent qui ondule. J'ai des ordres. Laissa-t-il tomber sur un ton uni. Écarte-toi. Des ordres de qui? De Woodiver? Cela ne te regarde pas. Il fit signe aux deux enfants. Venez. Il glissa la main sous sa vieille veste grise, tout en lorgnant du côté de Race. Nous n'irons pas avec toi, déclara la sœur. Si vous devez m'accompagner, s'il le faut, je vous porterai. Si tu les touches, je t'abats. Laissa tomber Race d'une voix sans timbre. Artilo lui décocha un regard glacé, et le terrien se raidit, tous les muscles bandés. Quand il ressortit sa main de sous son vêtement, l'autre étreignait un objet noir. Race se fendit, frappa du tranchant de la main, l'arme dure et froide. Mais Artilo avait prévu l'attaque. De son autre manche jaillit une longue lame, et il porta un coup d'estoc si rapide que la pointe effleura le flanc de Race lorsque celui-ci esquiva précipitamment. D'un bond en arrière, Artilo rompit. Il avait perdu son pistolet, mais il brandissait sa dague. Race, ivre de rage, grisé par le relâchement de la tension qui l'habitait, marcha sur son adversaire, qui le regardait sans ciller. Il fit une feinte, à laquelle Artilo réagit par un imperceptible frémissement, et sa main gauche partit en avant. Il lui saisit le poignet, pivota sur lui-même, se plia en deux, et expédia l'autre en vol plané à l'autre extrémité du hangar. L'homme de main de Woodiver resta prostré là, où il était tombé. Alors Race alla le tirer jusqu'à la porte, et d'une poussée le fit choir au beau milieu d'une flaque de boue. Artilo parvint à se remettre péniblement debout, et regagna la voiture en boitant. Sans daigner se retourner vers le hangar, il gratta posément les taches qui maculaient ses vêtements, grimpa dans le véhicule, et démarra. « Tu aurais dû le tuer !» dit Anacho avec désapprobation. « Cela va encore envenimer la situation. » Race n'avait rien à répondre à cela. Il s'aperçut qu'il saignait, ôta sa chemise, et constata qu'une longue estafilade lui labourait le flanc. Traz et Anacho se mirent en devoir de le panser. La jeune fille s'approcha, non sans une certaine timidité pour les aider. Elle paraissait adroite et capable. Anacho s'écarta, et elle termina de bander Race avec le concours de Traz. « Merci », fit le terrien quand elle eut fini. Elle leva les yeux vers lui. Une multitude de sentiments se lisaient sur ses traits, mais elle ne put se résoudre à prononcer un seul mot. Le jour s'assombrissait. Le frère et la sœur, debout derrière la porte, guettaient la route. Les techniciens s'en allèrent. Maintenant le silence régnait dans l'entrepôt. Enfin la voiture noire surgit de nouveau. Dainzar en descendit d'un pas lourd, suivi de Woodiver. Artilo alla chercher dans le compartiment à bagages 4 batteries énergétiques qu'il porta tant bien que mal dans le hangar en claudiquant. Son attitude n'était apparemment pas différente. Comme d'habitude, il était bougon, impersonnel et silencieux. Après avoir jeté un coup d'œil au frère et à la sœur, qui se faisaient tout petits dans un coin, Woodiver s'avança vers Race. « Les batteries sont là. Dainzar a donné son accord. Elles coûtent très cher. Voici ma note. Elle comprend le loyer du mois prochain et le salaire d'Artilo. » Le salaire d'Artilo? C'est une plaisanterie. Soit un total de 100 000 sequins, très exactement, ainsi que tu peux le voir. Il ne saurait être question de la moindre réduction. Ou tu me règles sur le champ, ou je t'expulse. Un sourire glacial retroussa ses lèvres. Des larmes de rage montèrent aux yeux de Race. Je ne peux disposer d'une telle somme. Dans ce cas, je te mets à la porte. En outre, puisque tu auras cessé d'être mon client, je serai dans l'obligation de transmettre au dire un rapport sur tes activités. 100 000 sequins, murmura le terrien en secouant la tête. Et après, combien te faudra-t-il encore? Les sommes correspondant aux avances que j'aurai éventuellement à faire pour satisfaire tes exigences. Et tu ne me feras plus chanter. Woodiver se redressa de toute sa taille.
Le mot est inexact et vulgaire. Sache, Adam Reis, que j'attends de ta part la même courtoisie que je t'accorde. Reis réussit à exhaler un rire sans joie. Tu auras ton argent dans 5 ou 6 jours. Pour le moment, je ne dispose pas de la somme. Et où te proposes-tu d'aller la chercher? S'enquit Gulliver en penchant la tête d'un côté d'un air dubitatif. J'ai des fonds qui m'attendent à Quad. Le gros homme renifla, pivota sur ses talons, et se dirigea vers sa voiture. Artilo, toujours boitillant sur ses talons. Traz et Anacho sortirent pour assister à son départ. « Où vas-tu trouver 100 000 sequins ?» demanda Traz d'une voix rêveuse en suivant des yeux le véhicule qui s'éloignait. « C'est au moins ce que nous avons laissé enterrer dans les carabasses. Le seul problème consiste à les récupérer. Et ce n'est peut-être pas un problème tellement compliqué après tout. » La mâchoire décharnée d'Anacho s'affaissa. « Je t'ai toujours soupçonné d'optimisme délirant. » Ray se leva la main. « Écoute-moi. J'irai par la voie des airs, et je suivrai la route que les Dirdirs fréquentent eux-mêmes. Ils ne me remarqueront pas, même s'il y a un écran sondeur en service, ce qui me semble douteux. Je me poserai à l'est de la forêt à la faveur de la nuit. Le lendemain matin, je déterrerai les sequins. Je les placerai à bord du glisseur, et au crépuscule, je regagnerai Sivish. Cela passera pour une expédition de Dirdir rentrant de la chasse. » Anacho émit un grognement de désapprobation. À t'entendre, cela paraît d'une simplicité enfantine. Ce sera probablement enfantin si tout se passe bien. Reis se retourna pour contempler d'un œil nostalgique le hangar et le vaisseau spatial à moitié terminé. Je ferai aussi bien de partir immédiatement. Je t'accompagne, fit Traz. Tu auras besoin d'aide. Moi aussi, ce sera aussi bien, ajouta Anacho sur un ton lugubre. Inutile d'être 3. J'irai seul. Vous 2, vous resterez, et veillerez à ce que le travail se poursuive. Et si tu ne reviens pas? Il reste encore quelques 60 ou 70 000 sequins dans la sacoche. Vous n'aurez qu'à les prendre et quitter Sivish. Mais je reviendrai. Il n'y a pas de problème. Il est impossible d'échouer après tant d'efforts et tant de souffrances. Que voilà un argument peu rationnel, fit sèchement Anacho. Je ne compte pas te revoir. Quelle sottise. Maintenant je m'en vais. Plus tôt je partirai, plus tôt je serai de retour.